Que ressent-on lorsqu'on part au bout du monde rencontrer des inconnus, avec lesquels on va se sentir comme chez soi, en famille? Que ressent Claude, parti de son village des Ardennes pour rencontrer ses cousins en Louisiane? Nous sommes enfin arrivés. Son ancêtre est le symbole du rêve américain. Arrivé de France les poches vides, il est devenu roi du pétrole. Comment va se passer l'aventure d'Aurélie du Pays Basque? Ah mon sac, je vais mourir. Elle qui a décidé d'aller chercher des cousins en Argentine pendant la fête nationale basque. Elle n'a rien préparé, mais peu importe, qui vivra verra. Donc je vais arriver là-bas et puis je vais chercher comme tout le monde. Et Christine du Puy-de-Dôme, comment va-t-elle vivre son week-end de princesse à Rome? Sa cousine italienne, fille de prince, petite fille de roi, lui ouvre grand les portes de son palais romain. C'est un truc irréalisable. Et Jean-François, l'homme aux 10 000 cousins lointains. Pourquoi cette envie insatiable d'en trouver d'autres? Lui qui est allé jusqu'à se trouver un cousin président des États-Unis, Donald Trump. L'idée d'aller sur des cousinages lointains, c'est d'aller sur les traces de personnes qu'on a envie de connaître. Ces 4 histoires prennent toutes racine en France. Bahalon, petit village dans les Ardennes, il est 2 heures du matin. Ça va, Claude, le réveil s'est bien passé? Ouais, ma foi, c'est un peu difficile quand même, hein, mais bon, on est motivé, donc on attaque fort, là. Vous avez réussi à dormir un peu? Oui, 1 heure et quart. Tu commences? Claude s'apprête à partir sur les terres de son lointain cousin d'Amérique, en Louisiane. Il part avec sa femme, Colette, et leur fils Arnaud. La famille n'a encore jamais mis les pieds aux États-Unis. Pourquoi vous avez choisi une valise New York? J'adore New York. Et c'est New York, c'est ma passion. Ah ouais. C'est ma passion depuis toujours. Oui. D'autres membres de la famille arrivent. Est-ce que tu as de la place pour le champagne T'es pas en surcharge? Le tonne n'a pas dépassé le tonnage. Ça fait quoi de se dire que dans quelques heures, vous serez sur les terres de vos ancêtres? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Encore. On va voir un petit peu le... Là, je suis à me demander qui va rater l'heure ou pas. Mais je vous ai quand même bien drivé, là. Hein. Je les ai pas laissés tranquilles, là. Alors, à chaque fois, il fallait que... Tu mets ça comme ça? Ouais, je pense que tu passes là. Bon, ceux qui ont des préférences pour monter devant. Claude prépare ce séjour depuis 2 ans. La retardataire. Non, pas encore. Il n'a pas seulement organisé un voyage familial. Ça va? T'as déjà fumé, toi? Voilà. Bonjour. C'est le voyage de tout un village. Comme ça, on ouvre la portière. Tu sais que c'est sacré gymnastique, quoi. Messieurs, dames, bonjour. Ah, messieurs, dames. La Louisiane, c'est où? C'est en haut. Madame Lafouche, bonjour. Bonjour, Ça va? ça va. Prêt? Ben oui, ma foi. Bonjour. Donc vous êtes complet déjà? Ces 25 habitants de Bahalon font tous comme leurs ancêtres, partis il y a 150 ans de cette même place. Ça va? Vous venez sur la photo? Je peux pas m'accroupir. Non, c'est bien. Ils vont tous découvrir la Louisiane. Ça va, ouais. Ils étaient deux paysans ardennais. Arthur Latreille et Eugène Houssière, le grand-oncle de Claude. Le travail devenait rare dans les années 1880, alors ils ont tenté le rêve américain. Là-bas, ils ont cultivé pommes de terre et maïs. Un jour, la terre de leur champ a fait des bulles. Ils ont creusé et ont trouvé du pétrole, l'or noir. De pauvres paysans français, ils sont devenus de riches notables américains. C'est la première fois depuis plus d'un siècle que des descendants français de ces pionniers ardennais font le voyage en Louisiane.
Claude a fait le pari de réunir les cousins de France et d'Amérique. Ah, j'ai même pas eu besoin de sortir mon fanion de ralliement, tout le monde est... Ni lui, ni Colette, ni leur fils Arnaud n'ont encore jamais pris l'avion. Ah oui, là c'est parti, on peut plus reculer là. Ah ouais. Alors là. Mais bon, ça fait 2 ans qu'on prépare, on est prêt là. Début d'embarquement 9h45, donc ça sera en porte L26. D'accord. Dans quelques heures, Oh, quel beau soleil. ils vont vivre leur première cousinade franco-américaine. Nous sommes là beaucoup plus au sud de la Louisiane, en Argentine. C'est le pays des cousins lointains des Basques français. Dans ce pays, grand comme 4 fois la France, 4 millions d'Argentins ont des origines basques, 10% de la population. Dans 2 jours, va commencer la Semaine nationale basque, une grande fête annuelle. Elle a lieu ici, à Necochea. La ville se prépare à recevoir des milliers de Basques du monde entier. De l'autre côté de l'océan, à Bayonne, en France, Ah, ça déchire. Aurélie, 29 ans, compte bien y participer. Elle veut y réaliser un rêve, chercher des cousins en Argentine. On lui dit qu'elle a de grandes chances d'en trouver pendant la fête basque annuelle. Non, moi j'ai de la famille là-bas. Alors, elle tente l'aventure. Alors je pars en espérant retrouver de la famille, bien que j'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas forcément de résultats directs. Donc du coup, je me dis que c'est l'occasion. Les Basques vont se retrouver tous là-bas. Donc c'est l'occasion que je puisse avoir des contacts et qui sait trouver une partie de ma famille. Aurélie n'a aucune piste pour trouver ses cousins argentins. En clair, elle cherche une aiguille dans une botte de foin. Il est 8h, 10. Non, 7h, moi, c'était pas à l'heure sur la voiture. Elle a peut-être une chance d'avoir un contact. Et pour ça, elle doit se rendre à la piscine. Je sais pas où elle est la piscine. Vu que je ne vais jamais à la piscine. En fait, à côté de la piscine, se trouve le studio d'une radio locale qui peut l'aider dans son projet. Ok, donc alors attends. Encore faut-il y arriver. Où est-ce qu'elle va là? Il me dit d'aller tout droit. Et non, plus haut, on est arrivé au plus Mais haut déjà. putain, c'est sur la route de Dancharia. Mais évidemment qu'on est con, la piscine. Ah bon? Mais oui, c'est sur la route de Dancharia. Non, on est perdu. Tu te souviens pas, ça déconne. Mais putain, qu'est-ce qu'on est con. Rejoignez l'itinéraire. J'ai jamais vu ça. Ça rire. C'est quoi ce truc? Passe dans l'herbe. Moi j'ai écrit, il y a une demi-heure j'ai écrit. On est là dans 2 minutes. Le voyage dans la pampa n'est pas gagné. On est là. Un peu en retard. C'est justement pour cette raison qu'Aurélie participe à cette émission écoutée par des Basques dans le monde entier et surtout en Argentine. Bonjour à tous, vous écoutez Sortie Erialdex Océan, l'émission de la diaspora basque. Bertan, Johnny Curuchet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta famille en fait? Est-ce que tu as des éléments? Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont partis? Si oui, où? Je n'ai rien du tout. Enfin, pour l'instant, j'ai les noms en fait des descendants en Argentine, mais je n'ai rien de précis. Donc je vais arriver là-bas et puis je vais chercher comme tout le monde. Et donc tu pars là-bas avec qui alors? Avec Tania, avec qui j'étais à l'école. Il fallait quelqu'un pour partir et faut un homme pour partir seul. Le dernier choix. Je crois qu'on a quelqu'un pour toi au téléphone d'ailleurs. Allô? Aupa Rocio Bastera. Rocio Bastera est une généalogiste argentine. Aurélie décroche là une aide précieuse pour rechercher des cousins lointains. Rocio, je lui dis, demande, voilà, est-ce que tu pourrais pas la recevoir à Necochea? Mais évidemment, donc là on a préparé ta venue, c'est impeccable. Donc, Parfait. C'est parfait, la connexion est faite via les réseaux sociaux. Elle t'accueille là-bas dès que tu arrives. Elle vit à Buenos Aires? Elle vit à Vietma, en Patagonie, au sud. Ok. Et elle te retrouvera donc à Necochea le vendredi soir quand tu y arriveras. Et là, c'est fête garantie. C'est génial. Ah, on sera pas perdu. Voilà.
Les deux amis sont rassurés. Profitez bien. Bah oui. bon voyage. Ouais. Trouver des cousins à la fête nationale basque en Argentine semble tellement simple. Pas de stress. Ça va être bien, ça va être génial, il nous tape. Bah oui, puis on va surtout rencontrer une personne qui va bien nous aider, ce qui est déjà super bien. Parce qu'on part, on part sac à dos, mais on n'a pas forcément préparé notre arrivée. J'ai même pas préparé le sac à dos. Voilà. donc, du coup, on va bien trouver, Rossio va nous aider, donc déjà c'est super bien. Hasta luego, Milesker. Salut. Oh, il pleut, on trace. Les deux aventuriers partent la fleur au fusil. Go, on court. Ils sont loin d'imaginer que rien ne va se passer comme prévu. Claude et la joyeuse colonie ardennaise sont arrivés en Louisiane, aux États-Unis. Ils révisent leurs classiques. Le temps dure longtemps, plus d'un million d'années, et toujours en été. Oh, ça donne, hein, les gars. Ouais. Ouais, ça a la bonne franquette aussi d'abord. Hein. Claude, Paulette, sa femme, et Arnaud, son fils, ont pensé à tout pour cette cousinade. Ouais, on veut leur montrer qu'on arrive avec un symbole. Les Français arrivent en Amérique. On leur ramène leur drapeau d'origine. Le bus arrive à Jennings. Pour la première fois, des descendants français du roi du pétrole ardennais débarquent dans cette ville de 11 000 habitants. Cette rencontre fait partie du roman familial de Claude. Il l'a imaginé avec son père, aujourd'hui disparu. C'est le moment. Il va enfin connaître ses cousins américains. Deux ans de travail, David, on y est arrivé. Nice to meet you. You and you Nice and to me meet also. you. Hello, John. Yes. Okay. Il a plus d'une centaine de cousins dans la région. Impossible de mettre un nom sur chaque visage. C'est mon frère. Nous sommes frères et sœurs. Ah, vous êtes frères? Oui, nous sommes frères et sœurs. Oui, Michael est notre frère. D'accord. Les parents. Le moment est insolite. Les gestes sont hésitants. Pardon. Mais les affinités sont bien là. Claude. On est déjà en famille. Cousine. Oh. Merci. Welcome to Louisiana. Ah ben, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis un peu sur les genoux là. Je ne prenais pas un accueil aussi officiel, laborieux que ça. Par ailleurs, ça me touche beaucoup là. Ouais, c'est formidable. C'est merveilleux. Est-ce que vous pensez un peu à votre père? Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas eu les mêmes moyens que moi, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu les instruments. Mais pourtant, c'est lui qui aurait pu être là avant. Mais bon, j'y pensais. His daddy's grandmother right here, a picture of her. Steven Claude va devoir dépasser tant bien que mal la barrière de la langue. Comment on dit, gives you this picture. There was, Arnaud, son fils, reste en retrait, faute de savoir parler l'anglais. Arnaud, vous avez l'air un peu intimidé devant vos cousins américains. Ouais, c'est clair, c'est la première fois que je les vois. Je les ai vus qu'en photo, donc c'est intimidant de voir de plus près, quoi. Et ça vous fait quel effet? Un effet émotionnel comme mon père tout à l'heure. Parce que c'est une fierté d'être sur le sol américain et puis de voir qu'on a des racines dans l'Amérique, quoi.
Alors vous allez vous mettre à l'anglais? Ah, of course. Maintenant qu'on a un échange franco-américain, là je vais m'y mettre mais fortement quoi. Comme Arnaud, tout le monde s'est mis sur son 31 pour la première soirée cousinade. Tenue légère exigée, il fait quand même 25 degrés. Oh, dis donc, Arnaud a mis sa cravate. C'est bien ça, Arnaud. Et pour ramener une joyeuse colo quelque part, rien de tel qu'un bus de ramassage scolaire. Pour se saluer, Claude, Colette et leur cousine Julie ont trouvé un compromis entre l'accolade américaine et la bise française. Ça fait si longtemps que je vous attends. C'est bon de vous voir. Bonsoir. Ah, c'est mieux pour moi. 150 personnes sont présentes à la cousinade et chacun porte une étiquette avec son pédigré. Oh, vous parlez français? No. Oh, just a little bit. I speak just a little bit English. Encore de nouveaux cousins. You are cousine? Yes. Les mots finissent par manquer. But you are so heureux. Ah, mon cœur, my heart. Non, c'est pas bon. Difficult English. La star de la soirée, c'est Sandra, la maîtresse de maison. C'est la descendante directe de Gênes Houssières, l'ancêtre de Claude. This is in French. This is in English. Oh mon Dieu, c'est trop. C'est trop, c'est incroyable. Ça vous fait quoi d'avoir autant de cadeaux? Je suis impressionnée. C'est une partie de mon passé qui m'est très chère. Et avec mes cousins de la même génération, nous pouvons partager et parler de nos ancêtres communs. C'est impressionnant. C'est merveilleux. Merci. La maison de Sandra est un musée de famille. C'est ma grand-mère et mon grand-père, Henri et Ernestine Houssières. Claude y découvre 1001 trésors. Ça c'est son père, Ernest, et sa tante, Henriette. Vous pourriez m'envoyer cette photo? Bien sûr, évidemment. Plus étonnant encore, ce loft était en fait les anciens locaux de la banque créés par l'ancêtre de Claude. Vous voyez, c'est là où nous sommes. Voilà la banque. Et là, c'était le bureau de mon père. Cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Le salon était le hall d'accueil des clients. La cuisine, la salle des coffres. Quant à cette salle de bain, c'était un bureau. Dans ce loft digne d'un magazine déco, la cousinade suit son cours. Chacun exprime son plaisir d'être là, chacun à sa manière. Claude a réussi son pari. Les cousins d'Amérique et de France sont réunis. De là où il se trouve, son grand-oncle, Eugène Houssières, peut être fier de lui. Nous quittons les États-Unis pour l'Amérique du Sud. Aurélie arrive à Buenos Aires, en Argentine. L'apprentie aventurière du Pays Basque retrouve Damien, son ami d'enfance, parti chercher la voiture de location. T'aurais pu te serrer un petit peu, hein? J'aurais pas fait ma caisse. Magnifique. Voilà 24 heures qu'ils ont quitté Bayonne.
va, pas trop fatigué? Si, là je suis épuisée là. J'ai qu'une envie, c'est de me poser, manger, me doucher. Je suis fatiguée. Ils ont 6 heures de route pour se rendre à la grande fête nationale basque. Ah là là. C'est là qu'Aurélie espère rencontrer des cousins lointains. Putain, elle est top la voiture. Les enfants, on s'arrête pour manger ou pas? Ah oui, moi j'ai trop faim. Ah si, c'est à nous en fait. Hein. T'as entendu? Hé! Attention. Leur défi est audacieux. Ils n'ont que 2 jours pour trouver. À partir de maintenant, chaque seconde compte. Je passe la 5e si tu veux. Ah haut à droite. La généalogiste argentine qui avait contacté Aurélie et Damien lors d'une émission de radio est censée les aider à trouver leurs cousins lointains. Une certaine Rocio Bastera. Alors, elle nous dit qu'elle n'avait pas de signal, peu de batterie, donc du coup on doit arriver là-bas vers 11h du soir pour la rejoindre. Où ça? Donc à la Escueleccia sur place, et on demande Rocio, donc je pense qu'elle est connue, Bastera. Et elle me demande, ok Aurélie Damien, donc... Rien de plus? Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'elle nous dise de plus? Sur place après elle va nous aider. Le rendez-vous est donné à la maison culturelle basque de Necochea, à l'est du pays. Bon, allez. Bon, t'es contente, petite là-haut? On approche, on est près des buts. Sur place, la fête nationale basque a déjà démarré. On se croirait dans le sud-ouest de la France. Va forte, va forte. Forte, forte. Les festivaliers viennent d'Europe, des États-Unis et de toute l'Argentine. Les familles éloignées ont pour habitude de s'y retrouver. C'est un peu le festival du cousin lointain. En 5 minutes, nous rencontrons 2 Français en pleine retrouvaille familiale. Cécilia, qu'on a retrouvée par les recherches généalogiques. Et comment vous avez fait? Alors quel est votre lien entre... Au départ, c'est en tapant mon nom de famille sur Facebook. Et j'ai trouvé plusieurs personnes du même nom. Et Cécilia, elle a répondu. Et ça fait moins de 6 ans. Hein. L'épicentre du festival est la maison culturelle basque. On y mange basque. C'est un plat basque, c'est du chorizo aussi. On y danse basque. Et on y chante basque. C'est là qu'Aurélie et Damien ont rendez-vous avec la généalogiste Rocio Bastera. C'est leur seul contact sur place, l'unique piste d'Aurélie pour dénicher un cousin éloigné au milieu de cette foule. Bonsoir, nous cherchons Rocio Bastera. Honnêtement, je ne la connais pas. Mais il y a beaucoup de monde. Vous avez besoin d'un ticket? Vous avez un ticket? Ah non, j'ai rien. Je voudrais l'appeler, mais ça passe pas ici. Bon, sinon, passez par derrière. Ici? Par ici? Non, pas cette entrée. Vous sortez et vous suivez la rue à droite. Ah ok, on suit la rue alors. Il y a le secrétariat là-bas. Et on pourra vous renseigner. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez Rocio Bastera? Elle est de quelle délégation? Sa délégation... Elle vient d'où, Rocio, déjà? Qu'est-ce qu'elle fait, Rocio? Nous venons de France, de Bayonne. D'accord. C'est quoi, Mastera? Basteria? Rocio Bastera. Bastera, ça me dit quelque chose. Rocio. R-O-C-I-O. Rocio. D'accord. Venez avec moi. Elle n'est pas ici? Si, elle doit être là normalement. En fait, on avait rendez-vous ce soir. Mais sans Rocio, leur mission devient impossible. Rocio Bastera est demandé au secrétariat. elle avait dit qu'elle nous accueillerait, qu'elle essaierait de nous aider, en fait, de nous passer des contacts sur place. Après,
que c'est compliqué, quoi. Quand on est ici, qu'on ne connaît pas, c'est immense, quoi. Donc, pour trouver une épice, c'est dur, ouais. Ils ne trouveront pas Rossillot, ni ce soir, ni le lendemain. Leur contact n'était pas fiable. Aurélie et Damien se retrouvent à 10 000 km de chez eux sans aucune aide pour trouver un cousin lointain. Et il ne leur reste plus qu'une journée. Chercher de la famille éloignée est un travail de fourmi, de longue haleine. Exemple avec un passionné, Jean-François. Je vous explique. Oui. Donc les archives départementales, c'est partout pareil. D'accord. Si vous cherchez les recensements de population, il va falloir aller dans l'administration générale et économique. D'accord. Nous faisons sa connaissance aux archives départementales du Lot à Cahors. Il est là pour consulter un acte bien précis, le recensement de 1896 des villages de la région. 235, c'est le numéro d'enregistrement de mon grand-père, Cos Marc. Donc à ce moment-là, il a 2 ans. Il est de nationalité française, sans profession, et c'est le petit-fils de la famille. C'est chargé d'émotions, ce truc-là. Là, j'en ai un peu la chair de poule. 120 ans. Il a 120 ans, ce papier. Merci. Merci pour tout. C'est avec ces vieux documents qu'on fait les meilleurs arbres généalogiques. Nous retrouvons Jean-François à Paris. De fil en aiguille, il a découvert qu'il est le cousin lointain d'Hillary Clinton, de la comédienne Jodie Foster, de Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune, et du président des États-Unis, Donald Trump. Jean-François est militant d'un syndicat radical à l'hôpital Cochin. Comment a-t-il pu se retrouver cousin de Donald Trump ? Tu l'as ? Oui, Marguerite de France. Après Marguerite ? Tout a commencé avec son ami Bernard, généalogiste chevronné. Sa mère, c'est Françoise de Bourbon-Malose. Voilà, ouais, c'est elle. C'est mon ancêtre, ça. Oui. Et vous avez combien de noms dans votre arbre généalogique ? Alors là, comme nom, j'ai à peu près 10 000 familles. Je peux te montrer un truc sur une analyse de photos. Jean-François a épluché des centaines d'actes civils pour établir son arbre généalogique. J'ai 2 grands-parents. Des années de recherche. Et comment vous avez trouvé 10 000 familles ? Alors, on est parti du bas. En fait, on est parti de la personne, donc, moi en l'occurrence, mes parents, ma mère, mon père, mes 4 grands-parents. Et après, tu remontes, c'est-à-dire qu'on fait les 4, les 8, les 16. C'est vrai qu'on remonte on fait le saut de puce. Suzanne, c'est l'aïeule. Par ces sauts de puce, Jean-François a remonté plus de 20 générations. C'est le château de François Armand, seigneur de Reillac et de Château-Rocher. Et parmi ces aïeuls, on trouve des rois de France. Du sang royal coule dans les veines de ce syndicaliste sud. Mon oncle qui m'avait dit on descendait des Bourbons, mais alors moi, j'étais jeune, donc les Bourbons, je voyais Louis XIV avec son gros nez, je dis oh là là, mince. Ça parle le whisky. En fait, il se mariait vraiment entre cousins et cousines, c'était vraiment... Son ancêtre commun avec Donald Trump est Philippe le Bel. En filiation avec Isabelle de France. Oui, exact. Oui. Et son père, c'est Philippe le Bel. Philippe le Bel. Qui aurait cru que l'actuel président des États-Unis descend des rois de France ? Donc on remonte la généalogie de Donald Trump jusqu'à Philippe IV dit le Bel, 1268-1314. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un véritable travail d'enquête. Ah, tout à fait, oui. Historien, il faut être un peu historien, ou aimer l'histoire et l'enquête. Parce que l'intérêt, c'est aussi détective de l'histoire. Et puis d'aller sur leurs traces quelque part. Je pense que c'est ça l'idée aussi d'aller sur des cousinages lointains, c'est d'aller sur les traces de personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on a un lien fort, enfin un lien familial avec et qu'on a envie de connaître. Donc voilà, c'est quand même grâce à Bernard que je suis dans cette galère. Oh, c'est une vraie galère, hein. Non, oui. Cette belle galère emmène Jean-François sur les routes du patrimoine historique de sa famille.
Dans quelques jours, il ira explorer les châteaux médiévaux dans le Limousin à la rencontre de ses innombrables cousins. Pendant ce temps, dans l'Amérique de Donald Trump, la colo ardennaise continue son voyage dans le temps en Louisiane. Les voici 150 ans en arrière, quand l'ancêtre de Claude, Eugène Houssière, exploitait du pétrole. C'est le premier derrick sommaire d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas dans le derrick métallique là. Concrètement, comment Eugène Houssière a trouvé du pétrole dans son champ ? Concrètement, il a vu qu'il y avait des bouillonnements et je crois avoir lu que quelqu'un a essayé de l'enflammer par hasard ou que quelque chose s'est enflammé et ils se sont aperçus que ça brûlait, donc ils en ont déduit que c'était du combustible. Et moi, on m'avait aussi dit que le lait sentait le pétrole et le lait des vaches aurait senti le pétrole. Alors après, on peut broder, mais... C'est une légende du pain. Oui. Voilà, ça c'est ce qui a mis en route la réussite financière de Eugène Houssière. C'est le début de leur royaume. Devenu millionnaire, Eugène Houssière n'a jamais oublié ses origines modestes. Il a tenu à partager sa fortune avec Jennings, sa ville d'adoption. Il a par exemple financé cette église, modestement inspirée de Notre-Dame de Paris. Il a également donné à la ville plusieurs terrains en bordure de rivière. Alors, c'est là qu'il disait que c'est le bayou. C'est le bayou nez piqué, je crois ça. Pour le remercier, Jennings a nommé ce lieu le Parc Houssière. C'est génial ce coin-là. On va peut-être faire une petite photo là, non ? Devant le panneau. Je viens d'avoir une bonne nouvelle, Jean-Pierre. Ils t'ont gardé un petit terrain pour mettre une baraque. Tu pourrais faire une petite baraque de pêche là, en plus. Ouais, ça a l'air sympa ce coin-là, mais il y a peut-être des alligators là-dedans. Allez. Alors, sourire, cheese. C'est bien. C'est par un moment de recueillement au cimetière de Jennings que s'achève cette journée. Alors là, c'est l'ancêtre. Oui. Ici repose l'ancêtre de Claude. Donc ça, c'est le 3e mariage. Et je pense que si Eugène est enterré là, c'est parce qu'il s'est fait enterrer avec sa 3e femme. Voilà. Il ne voulait pas être avec la 2e. Voilà. Colette. Colette. Oh oui, mais faut qu'on se dépêche un petit peu là. Allez, ça me fait plaisir. Toute la famille là. Restez. Hop. À la mémoire de viens Michel. François, viens. Le petit bout. T'appuies sur le bouton là qui se déclenche. Voilà, c'est bon. Il a sorti son focus. It's good. Allez. Elle vous tenait à cœur cette photo ? Ben, c'est là que c'est important. C'est là. Pourquoi c'est important ? Tout ce qu'on a vécu par anticipation, le voilà là. Par anticipation, je trouve pas vraiment le mot, mais on l'a vécu tous les deux pendant des années à chercher. J'avais toujours entendu parler, étant gamin, du cousin d'Amérique, d'Eugène Houssière, m'y voilà. Mais j'ai 66 ans. Voilà. Et là, c'est parlant ça. C'est super émouvant. On a l'impression de l'avoir toujours connu, cet homme-là. On a tellement parlé de lui, il nous a tellement fait chercher, on a tellement échangé avec les familles pour en savoir plus qu'à un moment donné, il était presque présent à la maison. En venant en Louisiane, Claude n'imaginait certainement pas donner vie à une légende de sa jeunesse, son oncle d'Amérique.
Dernier jour de la semaine nationale basque en Argentine. Faute d'avoir pu rencontrer la généalogiste qui devait les aider, Aurélie et Damien ont dû se débrouiller seuls. Si on n'a pas de solution. On va à la maison basque rejoindre Diana. Qu'est-ce qu'elle a des informations pour vous éventuellement? Des informations pour vous? Eh bien, pas certain. Hier soir, on en a parlé avec elle. Et elle connaîtrait des Garmendia, donc elle a dû se renseigner. Après, j'en sais pas plus, donc justement, on va voir avec elle. On y va? Attention. Hein. On va se faire écraser ici. Garmendia est le nom de famille de la grand-mère d'Aurélie. Une piste pour trouver un cousin. Je te demande si elle a eu des nouvelles par rapport à Garmendia. Ah oui, vous avez pu vous renseigner sur le nom de Garmendia? J'ai trouvé 3 personnes avec ce nom-là. Anna Garmedia, Maria Victoria Garmedia et Albert Garmedia, mais lui c'est son fils. Et alors, ils ont des origines basques? J'en ai aucune idée. Nos 2 aventuriers n'ont plus le temps de poursuivre leurs recherches. Leur dernier espoir vient de s'envoler. On finit les verres, on y va? Aurélie et Damien repartent ce soir. C'est la fin du voyage. Ou presque. Bonjour, comment ça va? Bien, bien. Dites-moi, on sort du centre basque. Vous y êtes? D'accord, très bien. On vous attend plutôt devant le théâtre. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Cet appel est peut-être inespéré. Non mais vous attendez par là, au Théâtre Paris, ça nous attend. Une certaine Lila veut rencontrer Aurélie avant son départ. En fait, il y a une dame qui avait de la famille en France qui cherchait à nous rencontrer. On s'est donné rendez-vous ici devant, mais vu qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, on tourne en rond, quoi. En fait, on attend. On attend. Los Manuelos? Lali. Lila. Ah! Ah, vous parlez français? Aurélie? Vous parlez français? Un peu? Doucement, s'il vous plaît. Super. C'est vrai que tu viens de Terensoubis. Oui, non, j'ai de la famille à Terensoubis. C'est un cousin à mon père. Donc j'ai de la famille là-bas, oui, on habite pas loin. Incroyable. La famille de Lila et celle d'Aurélie viennent du même village basque de 350 habitants. Et c'est un petit village en fait. Moi j'habite à Saint-Martin-d'Arberou. Vous connaissez là-bas ou pas du tout? Non. Ce sont mes ancêtres qui ont venu à l'Argentine, ça fait beaucoup de temps. Elles ont de grandes chances d'avoir un ancêtre commun. Aurélie aurait-elle rencontré par hasard une cousine? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un petit air de ressemblance? Je sais pas, vous trouvez? Oui. Il est probable, il est possible. Ma petite fille. Enchantée. Ma petite fille. Oh, punaise. Tu es très belle. Merci. Très, très belle. Toi aussi. On a envie de croire à cette jolie histoire, de penser qu'Aurélie a bien trouvé sa cousine en Argentine, qu'elle a trouvé une aiguille dans une botte de foin. Les enquêtes généalogiques révèlent parfois des aventures si belles qu'elles en paraissent à peine croyables, comme ici à Rome, en Italie. Ah, on est perdu. Non, tout droit. Tout droit. Voici l'histoire de Christine, mère au foyer dans le Puy-de-Dôme, au bras de son père. Là, c'est là qu'on va manger à midi, là. C'est la maison à Olympia, là. Elle se prépare à vivre ici un rêve de princesse, avec sa famille. On est venu en Italie on est sur les pas de Marin Tourlonia. Et Marin Tourlonia, c'est un de nos ancêtres. Donc quand ils sont arrivés là. Oui, on arrive à la Casa Zuccari. Le fabuleux destin de son ancêtre, Marin Tourlonia, était une histoire oubliée. Marin était tout seul comme valet de chambre. C'est ce généalogiste, Henri Ponchon, qui l'a redécouvert et la raconte dans un livre. Mais c'était quoi l'origine, ça? C'était une espèce d'auberge pour abriter des artistes étrangers. Il y en a eu beaucoup qui sont venus là, dont des artistes très célèbres.
Il était une fois donc Marin Torlonia, simple valet de chambre. Regarde Pépé comme il est tout content. En 1750, il quitte Augerolles, petit village d'Auvergne, pour ouvrir un commerce dans cet immeuble romain. C'était un commerce de tissus et il faisait de la broderie et des soies. Les bénéfices s'accumulent si bien que Marin et son fils créent une banque, la Banque Torlonia. Aujourd'hui, donc, on voit bien que ça ne s'appelle plus la Banque Torlonia, mais voilà, au départ, c'est eux qui ont créé cet endroit-là, cette banque. La Banque Torlonia gère les affaires financières du Vatican. Elle compte parmi ses autres clients Napoléon Ier. La fortune des ancêtres de Christine devient colossale. Sur 3 générations, ils ont fait fortune, mais vraiment fortune. Dans les années 40, la famille Torlonia possède 40 000 hectares de terrain à Rome et ses alentours, l'équivalent de 4 fois la surface de Paris. Plusieurs palais dans la capitale lui appartiennent alors, dont l'un des plus prestigieux, la Villa Torlonia. C'est très beau, c'est très beau, vraiment. Puis ça fait pas du tout, t'as pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui habitait ici, tu vois, tellement c'est beau quoi. Les descendants Torlonia sont nombreux aujourd'hui. Certains habitent encore des palais romains, comme celui-ci. L'actuel propriétaire s'appelle Olympia Torlonia, fille du prince Torlonia. Et par ailleurs, la petite-fille du roi Alphonse XIII d'Espagne et l'arrière-petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre. C'est surtout la cousine lointaine de Christine. Elle la rencontre dans 45 minutes. Bon, vous avez fini dans la salle de bain, je peux y aller là? Et si je mettais ça comme chaussure? Bon, avec des chaussettes, c'est super moche. Hein. Non, c'est très moche. À la limite, tu peux bien me faire monter comme ça. L'important, ça fait plus cool, quoi. Oh, mais c'est bien pantalon noir. Moi, je devrais prendre un pantalon noir. Vous êtes un peu stressé quand même. Hein. Ah ouais, on est stressé, ouais. C'est un moment important aujourd'hui. Ah oui, pour nous, ouais, c'est important, là. Ah oui, on va rencontrer des gens qu'on a imaginés, qu'on va rencontrer. Et voilà, donc c'est important, c'est super important. On va rencontrer des grands cousins, quoi. Jamais on n'aurait pu penser qu'un jour les rencontrer, en fait. Et là, bah oui, on est là et on y va. On y va, là. On y va. On se prépare pour y aller. Ah ouais, papa, t'es beau. Tu l'as mis à quel niveau? Là ou là? Mais là? Ouais. Si on veut faire la bise à Olympia, il faut bien se faire beau. Tiens. Fais voir, maman. Ah non, mais vous êtes très beau. Ça va? Ah ouais. C'est super joli. Comme il est beau, bébé. Il pleut. Vous êtes en retard là? Oui, on est en retard. C'est de ma faute. Je suis stressée. J'ai pas mis des gommettes sur mes bouquins. Il y a le prix. Enfin, voilà. C'est la cata. On est hyper en retard. Christine et sa famille vont être accueillis par un cousin, Guido Torlonia. Donc c'est ma fille. Et voilà, Guido. Voilà, je suis Christine. Enchantée. C'est lui qui a organisé la rencontre côté italien. Moi, c'est... Vous voulez... Oui, bah nous on est au complet là. D'accord, c'est tellement beau. Ouais, tous les coins de rue, toutes les portes, il y a des choses partout à voir. C'est super émouvant d'être là. Et voici Olympia Torlonia, fille du prince Torlonia. Bonjour. Bonjour, bienvenue, je vous donne la bienvenue à tous. Olympia Torlonia. D'accord. L'auteur. Je sais. Donc, c'est Olympia. Moi, c'est Olympia, oui. Moi, super. Mon papa, Michel Torlonia. Bonjour. Pierre. Bonjour, cousin. Le premier contact est poli. Trop poli pour Olympia.
On est cousins. Oui. Cette cousinade est une rencontre entre deux mondes, deux sociétés. Le palais de la cousine de Christine est un rêve de princesse. Christine déjeune exactement comme ses ancêtres italiens, au milieu de tapisseries médiévales et de tableaux Renaissance. Le café Grappa se prend dans un des salons du palais. Les barrières sociales entre cousins français et italiens se sont estompées. Cette cousinade dépasse les espérances de Christine. Je suis contente d'être là. On a été accueillis, mais gentiment. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est comme si on les connaissait depuis tout le temps, quoi. Non, je suis contente. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Je suis contente pour mon père. Je suis contente pour mon père, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un truc irréalisable. Irréalisable. Vos origines sont en Auvergne ? Quelque chose qui n'est pas à notre portée. C'est très impressionnant. Quand même, vraiment. J'ai quelque chose pour vous. C'est quelque chose de personnel. Je vous explique. Quand on était enfant avec mes frères, j'ai 2 frères. Oui. Et on a une dame qui nous gardait à la maison. Et cette dame, elle est dentelière. Et elle a fait ça, et je vous l'offre. Elle me l'a fait à moi, mais je vous l'offre à vous. Parce que je suis émue. Ah, mais c'est quelque chose que votre... Non, mais c'est pour vous, parce que pour vous remercier. Je vais pleurer. C'est en souvenir de nous. C'est fait à la main. C'est une rose en dentelle. Voilà. Donc c'est un tout petit bijou d'Auvergne. Merci. Ah non, mais merci de nous recevoir, vraiment. C'est quelque vraiment, chose de précieux. Vous viendrez nous voir dans 15 jours. Mais je viens avec André. Mais vous pouvez venir à plein. Avec Louis. La suite de ce conte de princes et princesses se déroulera chez Christine, dans le Puy-de-Dôme. Elle emmènera Olympia dans un tout petit hameau auvergnat, berceau français de leurs richissimes ancêtres. Elle est là où tout a commencé, remonter à la source des familles. C'est l'obsession de Jean-François, le syndicaliste de Sang Royal, cousin éloigné de Donald Trump. En fait, c'est une maison, je pense qu'elle a été construite au XIIe siècle, 11e, 12e siècle, quelque chose comme ça. 1140, ça c'est sûr, parce qu'elle apparaît déjà sur des registres en 1143. Ah ouais, ça c'est sûr. Il fait étape avec sa femme Marie-Claude à Genouillac, dans le département du Lot. Oh, c'est sublime comme bâtiment. Hein. Ce château est celui d'un des ancêtres de Jean-François. Ma trisaïeule de Linard, Marie-Élisabeth de Linard, elle est née ici, en 1866. Ah, c'est les toilettes du Moyen-Âge. Ils allaient dans ce réduit, il y a une trappe et ça partait dans les douves. D'accord. Ah, ça s'ouvre, fais gaffe Marie-Claude. Arrête de dire des bêtises. C'est bien décapé à la base quand même. Et on voit quand même qu'il y a eu... c'est de l'acide. Hein. Oui, c'est l'acide. Là, on était en territoire du roi de France ou c'était le territoire du roi d'Angleterre? Ah non, ça a été anglais. Anglais. Tous ces châteaux et tout ça, ils ont tout rasé. Hein. Ouais. C'est important pour vous de venir sur les terres de votre famille lointaine? Oui, parce que là, on a un contact physique, visuel, je peux toucher les pierres. Je peux sentir un peu l'âme de cette maison, enfin ce qu'elle dégage là. Et c'est vrai qu'on se sent proche. Parce que derrière ça, c'est des gens qui ont vécu et qu'on les fait revivre dans une époque donnée. Et là, Marie-Élisabeth de Linard est née là. Je suis vraiment... voilà, il n'y a pas de mots. Avec du sang royal et 10 000 noms à son arbre généalogique, où Jean-François peut-il bien passer la nuit? Dans un château de ses ancêtres qui fait chambre d'hôte. Tu feras des photos? Tu as d'appareil photo? Ouais. Nous sommes
au Château Rocher à Saint-Mathieu, dans les départements de la Haute-Vienne. Le château, au départ, a été donné par un évêque à Saint-Mathieu. Tout à fait. La propriétaire, Anne-Marie, est une cousine lointaine de Jean-François. Et du côté Montcalm, donc celui-là, c'est Louis-Joseph. D'accord. Et là, c'est ce blason-là qui est le blason des Lévis. Des Lévis. Et j'ai ce blason dans ma famille. Voilà. Et de l'autre côté, c'était Montcalm. C'est formidable. Alors là, ils mettaient deux barres et... Ouais. Et ce qui est fabuleux dans ces cas, c'est que donc les verres sont d'origine, ça date de 1750. Oui. Et ça descendait. Ils n'avaient pas les vitres électriques, mais... Ils avaient le système de descente de la... Oh oui, ça descend. Ça, superbe. Vous n'auriez pas un côté syndicaliste royaliste? Très conservateur, alors finalement. Je m'aperçois que je suis peut-être à côté de la plaque depuis plusieurs années. Je te suis de près. Hein. Après, tu redescends pas trop dans la nuit. Hein. La généalogie, c'est collectionner des noms comme les vignettes d'un album. Anne-Marie, où est-ce qu'on peut se mettre pour regarder des documents? Dans la galerie, là-bas. D'accord, très bien. On s'amuse à se trouver des cousins lointains de renom, des rois, des reines, des présidents. Roux de Luçon, Roux de Reillac, Armand François, Raymond VIII le Vieux de Toulouse. La passion de Jean-François est intarissable. C'est sa première maîtresse, en fait. Quand il ne cherche pas ses cousins lointains, il le fait pour les autres. Tu as des de Forez, d'Auvergne. Et... Ah, Constance de France, fille de Louis VI le Gros. Je tiens à t'informer que tu es en cousinage, très éloigné, certes, avec Donald Trump. Oh, chouette. Puisque Philippe le Bel, il est cousin, et Philippe le Bel, Louis VI, c'était l'aïeul de Philippe le Bel. Donc automatiquement, tu es cousine avec... Ça m'arrange parce que j'étais tout seul. Non, mais je te laisse le cousin de Donald. Ah bah je te le laisse aussi hein, maintenant. Non, c'est foutu là. Ça vous fait quel effet d'apprendre que vous êtes cousine très lointaine, mais Donald Trump? Donc c'est drôle d'imaginer qu'au fin fond du Limousin, on se retrouve cousin avec Donald Trump. Oui, pourquoi pas. À part ça, voilà, c'est... Il ne va pas nous inviter, à mon avis. Oh, remarque, on pourrait essayer. On pourrait demander, oui, c'est vrai. On pourrait essayer. On va écrire tous les deux une lettre. On pourrait écrire... Et alors, je voulais regarder s'il y avait un cousinage avec les comtes de Nogent-le-Rotrou. En cherchant des cousins lointains, Jean-François s'amuse à troquer sa casquette de syndicaliste pour une couronne de roi ou d'habit de président. Comment ça va? Oh, ils sont beaux, hein? Oui. Bon, alors là, maintenant, on est bien Châtelain, hein? En fait, sa quête est bien plus noble. Moi, je me suis découvert aussi à travers les recherches. Je me suis rappelé de ce que m'ont dit mes grands-parents. On n'est pas un électron libre, on est porteur de son histoire. Et donc, on se recherche soi-même et puis finalement, en se recherchant soi-même, on va aussi vers les autres. Et ça, je trouve que c'est bien. Après ce château en Haute-Vienne, après les palais de Rome et les grandes plaines d'Argentine, après le bayou de Louisiane, c'est au pied des volcans d'Auvergne que nous allons conclure ce périple sur les cousins lointains. À Ambert, dans le Puy-de-Dôme, Christine rêve encore de sa rencontre à Rome avec ses cousins italiens. Cette fois, c'est elle qui les reçoit. La riche héritière d'Olympia et son cousin Guido sont annoncés. Alors, les fleurs. Hop. Qu'est-ce que vous préparez là, Christine? Mais là, je suis en train de leur amener des petits présents qu'on a préparés avec ma mère, voilà, pour leur faire plaisir. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez préparé? J'ai fait un petit mot avec mes parents. On a mis un petit bouquin sur le Puy-de-Dôme, des petites pâtes de fruits, et puis j'ai mis des pastilles de Vichy.
Parce qu'on habite pas loin de Vichy, et à Vichy, il y a des pastilles, voilà. Donc on a toujours des pastilles de Vichy dans la voiture, donc voilà. Donc maintenant, on va dans la chambre à Guido. Ça va, c'est joli ou... Même si c'est une cousine, ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit la fille d'un prince italien, également petite-fille d'un roi d'Espagne et arrière-petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre. Ah ouais, j'ai vraiment envie que ça soit parfait et j'ai l'impression que ça l'est pas du tout. Et ça m'agace là. Ok. Ça va pas du tout. Parce que les trucs sont assortis au rideau. Punaise. C'est comme à Noël. Enfin, tu sais, quand tu reçois ta famille à Noël, t'aimes que les gens soient bien, que ça soit convivial. Enfin, tu vois, quand tu aimes les gens, t'as envie de leur faire plaisir. Ben voilà. Moi, j'aime ces gens. C'est une manière d'exprimer votre affection ? Ouais, tout à fait. Ouais. On est trop contents. Enfin, vraiment, moi, j'ai vécu quelque chose de super fort, vraiment. Je pense que mes parents aussi, je pense que tout le groupe. Et voilà, je suis heureuse aujourd'hui qu'ils soient parmi nous. Et qu'ils fassent partie de nous, quoi. On a le même nom, c'est dingue ça. On a le même nom. Tu vois, c'est important. Tout est fin prêt. Christine peut accueillir ses invités. Des invités qu'elle ne connaissait pas il y a encore 3 semaines. Ça, c'est du rendez-vous, hein, parce qu'on vient d'arriver, mais en même temps. Et bonjour. Oui. Oh, quelle joie. Ça va? Très, très bien. Bon voyage? Bon voyage. Pas trop fatigué? Bonjour. Bon, nous, on est super contents que vous soyez là. Hein. Ah oui. Mais vraiment, vraiment. Hein. Et qu'est-ce qu'on est content d'être là. Non, je sais d'où je viens. Qui pourrait deviner qu'à ce jour, ils ne se sont vus qu'une seule et unique fois à Rome. Quel souvenir vous gardez de la rencontre en Italie, chez vous? C'était une grande surprise. C'était une joie. C'était de trouver une famille. De trouver quelqu'un qui... Moi, j'aime très l'esprit de famille. Les anciens Romains parlaient ça de la gens. C'était le clan. Le clan est là. Oui, mais c'est quand même vous qui avez, je ne veux pas dire casser la glace parce qu'il n'y avait pas de glace, mais quand vous avez dit on est tous cousins, et bien on s'embrasse. Et mais ça m'est venu du ça a été fabuleux. C'était avec le cœur. Hein. C'était là, c'était pas loin que les yeux se mouillent. Hein. Ouais. Moi, je suis désolée, mais je vous appelle Tata Olympia. Absolument. Mais voilà, mais c'est naturel. Je m'excuse, hein, je suis désolée. Lui, il m'appelle aussi. Mais voilà, moi, c'est devenu Tata Olympia. Attends, il y a Tata Olympia qui vient. On présente ses excuses. Oui, mais voilà, c'est comme dit Vincent, c'est naturel. Vous êtes notre famille. Alors en plus, moi, mais je suis mais une moule sur un rocher, quoi. Donc maintenant, vous allez m'avoir, mais 3 fois par an chez vous. Merveilleux. À Noël, à Pâques. Christian. L'esprit de famille, c'est à croire qu'il était toujours là, inscrit dans leur gène, qu'il n'attendait qu'une chose, que ce petit monde soit réuni. Ils se rendent compte de partir c'est au milieu de la forêt là. Chaque moment du week-end est authentique. Mais c'est formidable. Elles se sont protégées. Montrer aux Italiens le hameau d'origine de leurs ancêtres prend des allures de promenade du dimanche. On va aller chercher une pierre pour Olympia, vous la ramènerez à Rome. Si tous les Torloniens qui existent viennent ici prendre une pierre, c'est la fin. Rencontrer ses cousins lointains, c'est un bouleversement affectif. Un cap dans une vie.
Traverser les océans devient possible. On se sent capable de gravir des montagnes. On se sent plus fort, plus solide. Ah ouais, moi aussi, au revoir. Ah ouais, vraiment, merci d'être là. Oui, mais ça peut se faire. Merci. On se sent entouré d'une grande, d'une très belle famille.